La chronique politique du Grand Journal avec un nouvel expert, je vous le disais la semaine dernière, cette saison le mercredi. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, également rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. La crédibilité de Marine Le Pen est en forte hausse, c'est le principal enseignement d'un sondage via Voice pour Libération publié hier. On y apprend que 44% des Français jugent que la chef des députés RN peut apporter des solutions utiles aux Français. C'est plus de 8 points par rapport à novembre 2021. Et la dernière étude sur la question, 41% d'entre eux considèrent qu'elle est proche des gens, c'est plus 8 points. 42% des sondés considèrent même que Marine Le Pen a la stature d'une chef d'État. Et là, c'est plus 14 points. Qu'est-ce qui peut expliquer, Arnaud, cette percée sondagière ? Écoutez, plusieurs paramètres. Le premier paramètre indéniable, c'est que, vous savez, maintenant, Marine Le Pen est installée depuis plusieurs années dans le paysage politique. C'est devenu une figure familière de la vie politique. Le deuxième paramètre, qui est à mon avis le plus important, c'est que, in fine, la parlementarisation du Rassemblement national depuis les élections législatives de 2022 constitue un facteur indéniable de banalisation de l'offre politique du Rassemblement national. On a eu des députés du Rassemblement national qui se sont comportés à l'Assemblée nationale de manière, en tout cas c'est considéré comme tel, assez républicaine. Donc cette stratégie, j'allais dire, de normalisation a plutôt fonctionné. Et ça s'était passé différemment dans les années 80 lors de la première entrée ? Nettement, la première entrée, lorsqu'on se souvient, lorsque le Front National à l'époque avait envoyé une trentaine de députés élus à la proportionnelle, on avait d'abord une offre politique qui était celle de Jean-Marie Le Pen, qui était indéniablement beaucoup plus clivante et qui ne cherchait certainement pas à se normaliser, au moins sur le plan de la communication et de la sémantique, comme essaye de le faire Marine Le Pen. Et on avait des députés qui étaient beaucoup plus éruptifs au sein des travées de l'Assemblée nationale. Troisième élément qui joue vraisemblablement en faveur aujourd'hui de cette stratégie de Marine Le Pen, et un élément non négligeable, c'est par contraste ce qui se passe de l'autre côté de l'hémicycle, c'est-à-dire à gauche, où on a une partie de la gauche qui a fait le choix d'une forme de radicalisation, ce qui, d'une certaine manière, fait apparaître Marine Le Pen comme une opposition presque modérée à Emmanuel Macron et à l'exécutif actuel. Quatrième élément qui n'est pas, à mon sens, négligeable et dont il faut aujourd'hui tenir compte dans cette stratégie de banalisation, c'est que on a un Rassemblement national qui essaye aussi quand même de repositionner un certain nombre de ces thématiques. Notamment sur la question sociale qui sont mises en avant. Sur la question sociale, sur la question de l'Europe. Si vous voulez, Marine Le Pen de 2022 n'est plus Marine Le Pen de 2017. Donc, l'ensemble de ces paramètres font qu'aujourd'hui, on a une offre politique du Rassemblement national qui apparaît comme plus crédible, comme moins clivante que celle de la France insoumise. Et puis, le tout dernier paramètre, c'est que les Français considèrent qu'ils ont pratiquement tout essayé depuis 30 ans. Et la seule aujourd'hui offre politique qui apparaît de vierge de toute expérience gouvernementale, qui c'est le Rassemblement national. Quel a été l'élément le plus important dans le repositionnement idéologique de Marine Le Pen, notamment sur la question de l'Europe, de l'euro ? C'est le débat raté de 2017 ? C'est le débat de 2017. La force de Marine Le Pen, jusqu'à présent, c'était d'être considérée comme forte sur les grandes questions régaliennes, c'est-à-dire la sécurité, l'immigration, qui est aujourd'hui un enjeu quand même majeur de la vie politique, pas seulement aujourd'hui, il y a très longtemps, la justice, etc., etc. C'était sur la question économique ou sur les questions sociales, mais plutôt sur les questions économiques, qu'elle apparaissait comme la moins crédible, notamment aux yeux d'un électorat conservateur qui pouvait éventuellement partager un certain nombre de ses positions sur les questions régaliennes, mais qui l'a trouvée très insuffisante et qui considère d'ailleurs toujours qu'elle est assez insuffisante sur les questions économiques. Et donc inquiétante. Le repositionnement est inquiétante sur les questions économiques et sur les questions sociales. Mais le repositionnement auquel elle est en train finalement de s'adonner depuis les élections de 2017 et encore plus depuis son entrée au Parlement avec 90 parlementaires, joue en sa faveur et joue en faveur de cette normalisation et de cette banalisation. Alors, je vais revenir sur le troisième point que vous évoquiez à l'instant, Arnaud Benedetti, le rapport du RN, la comparaison avec les agissements de la France insoumise dans le cadre de la NUPES à l'Assemblée nationale. La France insoumise est perçue comme plus dangereuse dans ce sondage que le RN par 36% des Français, 18% pensant l'inverse. Est-ce que vous diriez que le RN
peine rassure à mesure que la NUPES inquiète par ses débordements une partie des Français? Il y a deux éléments qui jouent en faveur quand même de cette banalisation. Il y a bien évidemment le fait qu'on a une partie de la gauche, pas toute la gauche, qui a fait le choix d'un discours de rupture et, j'allais dire, de transgression par rapport à un certain nombre de principes même qui étaient les siens sur le plan historique, notamment sur la question de la laïcité, entre autres, sur la question du modèle républicain. Et on voit que l'on a un Rassemblement national qui, depuis de très nombreuses années, a fait ce travail de réappropriation d'un logiciel républicain qui parfois peut apparaître un logiciel républicain très Troisième République, voire très Quatrième République. Donc cet aspect-là, en effet, joue en faveur manifestement de Marine Le Pen. Je crois que c'est l'un des aspects aujourd'hui essentiels qui explique encore une fois cette normalisation du Rassemblement national. Est-ce que cette virulence de la France insoumise à l'Assemblée nationale empêche, selon vous, la gauche dans son ensemble d'envisager une qualification pour le second tour de la présidentielle en 2027 ? On en est encore loin, évidemment. Est-ce que, comme le PS vient de l'annoncer hier avec cette liste autonome qui partira pour les européennes, les listes de gauche finiront par partir désunies pour éviter d'être classées dans le camp de la radicalité? La difficulté, si vous voulez, de la gauche sur un plan, j'allais dire historique, et quand on regarde l'histoire des gauches, quand la gauche est arrivée au pouvoir en France sous la Ve République, c'est toujours le pôle le plus modéré qui, sur le plan du rapport de force, était dominant. C'est comme ça que François Mitterrand a construit sa victoire en 1981 en imposant un rapport de force favorable au PS à son allié du Parti communiste. Ou Lionel Jospin en 95. Ou Lionel Jospin lorsque il l'emporte aux élections législatives de 1997. Donc là, on est pour la première fois dans l'histoire politique récente de la gauche sous la Ve République, avec un rapport de force qui est inversé. Ce sont les plus radicaux, ceux qui sont considérés comme les plus extrémistes, qui ont imposé un rapport de force électoral à la partie modérée de la gauche. Peut-on reconquérir, peut-on être crédible, peut-on offrir une offre politique à gauche qui soit en mesure de constituer une alternative ou d'être perçue comme une alternative avec un pôle qui est dominant radicalement? C'est quand même un vrai problème aujourd'hui pour la gauche. Et on voit que nombreuses figures à gauche aujourd'hui, anciens PS ou proches du PS, tendent à considérer que cette stratégie est une stratégie qui isole la gauche et l'éloigne toujours plus de sa capacité à pouvoir reconquérir le pouvoir. Arnaud Benedetti, Marine Le Pen apparaît compétente pour 35% des sondés pour sortir la France des crises actuelles. Cette idée de compétence sera une nouvelle fois, selon vous, centrale lors de la prochaine présidentielle? Elle est capitale. Parce que le Rassemblement national, sur un certain nombre de sujets, notamment sur un certain nombre de sujets régaliens, a réussi à remporter pour partie la bataille de l'opinion. Là où finalement Marine Le Pen apparaissait le plus faible et où le Rassemblement national inquiétait le plus, c'était sur la question de la capacité à habiter la fonction. On voit que 42% dans ce sondage considèrent qu'elle a maintenant une stature de chef de l'État, et sur la question économique. Et donc sur ce sujet, on a vu en 2017, vous avez tout à l'heure évoqué le fameux débat de 2017, que la question de la crédibilité était un vrai sujet pour ce qui la concerne. Manifestement, petit à petit, elle est en train, de ce point de vue-là, de faire un certain nombre de progrès Macron en avait joué, au vu d'opinion. Emmanuel Macron l'avait joué. Il en avait joué en 2017, il en a joué d'une manière moindre en 2022, en l'occurrence, mais véritablement, la grande bataille aujourd'hui pour Marine Le Pen, c'est la question, en effet, de la compétence. 30 secondes pour une toute petite dernière question, Arnaud. Qu'est-ce qui peut encore empêcher Marine Le Pen d'accéder à l'Élysée au regard de cette dynamique? C'est très loin. Il reste 4 ans. Beaucoup d'événements peuvent l'empêcher, mais force est de constater qu'elle a une stratégie de communication assez habile. Elle parle peu, elle s'exprime peu, et elle laisse les événements ou les circonstances la servir. Ce qui peut l'empêcher, c'est éventuellement une reconstitution d'une force politique à gauche qui soit véritablement axée sur ses principes républicains, ou d'une force politique qui, à droite, serait en mesure de réunir l'ensemble de la droite, allant de la Macronie jusqu'à LR. Merci beaucoup, Arnaud Benedetti, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur notre site radioj.fr ainsi qu'en vidéo sur la page YouTube de la radio. Demain, nous serons rejoints par Mathieu Slama. Très bon après-midi à vous et à la semaine prochaine.